Donc bonjour à tous. Alors nous alors moi c'est Thomas Mendez et Jacques. Vas-y Jacques. Voilà, qui est constructeur amateur depuis de longue date. Hein. Je pilote depuis 45 ans. J'ai fait mon premier avion. Il faut parler dans le micro. Et on va juste en préambule, donc le projet il s'appelle Libre comme l'air et c'est un avion pensé et construit par des pilotes en situation de handicap de membre inférieur. Et là, sur la photo, vous avez, on a pu présenter l'avion au Salon du Bourget en 2017. On l'a pas fait exprès, mais il y a le 380 derrière. Ouais. C'est juste comme ça. Donc, cet avion, il s'appelle... c'est après, je... attends, Donc là, il y a le sommaire. On va laisser voilà, la place à... Je vais juste intervenir quelques secondes. Donc ce projet-là... Ce projet-là s'inscrit donc dans le cadre d'un projet de construction amateur. La construction amateur, donc pour certains qui connaissent sa fédération de sport de l'air, on compte en France environ 2000 avions dits CRNA, donc c'est des avions de navigabilité restreint, d'aéronefs, typiquement le projet d'Ojac et de Thomas. Ensuite, on a à peu près 400 avions qui sont des avions de construction amateur en kit. On intègre également dans la fédération les avions de collection ainsi que les avions dits restreints, qui sont en général des avions dont les constructeurs ont disparu. En tout, ça représente à peu près 4000 machines construites en France. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier lieu, c'est que vous avez environ 200 avions de construction amateur qui sont répartis dans les aéroclubs, où les premières heures de vol sont faites effectivement sur des machines qui coûtent moins cher parce qu'elles ont été construites par des amateurs. Cette aviation de construction amateur représentant à peu près la moitié des avions qui volent en France. Voilà, je laisse la parole à ces messieurs. Donc, qu'est-ce qu'un océanaire? C'est bon, Donc, c'est un avion de construction amateur type océanaire. Donc, le concepteur, c'est Monsieur Tissot Charbonnier. La mise au point d'un appareil multiplace de voyage très performant. Il s'appartient à DR400, d'où l'utilisation possible d'un fuselage de Robin et l'aile étant totalement différente, simple dièdre. Par contre, on ne peut pas construire, on ne peut pas récupérer un DR400 ou une cellule DR400 en bon état, il faut qu'elle soit plus réparable, qu'elle soit passée en épave. Pour X raisons. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment faire un fuselage, c'est avoir tout le castillage qui va dessus. C'est ça le plus intéressant pour nous. Et donc après, on peut équiper ces avions avec une motorisation différente de 120 chevaux jusqu'à 180 chevaux. Et là, sur un océanaire... Là, vous avez le Paco, là, il fait 180 chevaux, celui-là. Oui. Et on peut installer une tripale ou quadripale de voyage. Et la date de premier vol est 1996. Alors, il faut savoir qu'on va maintenant distribuer les plans de M. Tissot, parce que M. Tissot commence à avoir un peu d'âge. Et il nous a confié, parce que nous on a déjà fait 7 de salaires, donc on sait ce que c'est. Donc il nous a confié au RSA, Champagne-Sud, la distribution des plans et de la gestion. Donc Jacques, tu vas parler un petit peu de toi. Ah oui, alors moi, donc oui, écoutez, en fait, j'ai fait HEC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça s'appelle Hautes études communales, j'ai quitté à 14 ans, j'ai fait au boulot. Bon, ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie normale, d'avoir une entreprise, bref. Et donc, j'ai fabriqué mon avion en 92 parce qu'on avait plus. Alors, je suis dans un terrain qui s'appelle Bar-sur-Seine, Seine-sur-Ours, un beau petit terrain parmi les vignes, parmi les villes du Champagne Sud. C'est pour ça qu'on l'appelle RSA Champagne Sud, notre club. Autrement, donc voilà, donc, moi j'ai construit mon premier avion en 92. J'ai volé 2000 heures avec à peu près.
Et puis, je me suis dit, à la retraite, moi, ce que je veux, c'est fabriquer un avion avec des jeunes. À savoir que Jacques, quand il a fini son avion, il a dit je ne construirai Plus plus jamais d'avion. Donc, à partir de là, j'ai cherché un petit peu des jeunes, j'ai fait une porte ouverte, et j'ai passé l'annonce de journal, une certaine annonce, en disant les jeunes sont invités à faire un avion de A à Z avec moi entre 12 et 16 ans. Les 5 premiers inscrits, ils avaient tous présents. On est terminé à 17 ans, ils sont tous restés. Aujourd'hui, ils sont tous un petit peu dans. Il y en a un qui est chez Dassault, l'autre il est ingénieur aéronautique, enfin, ils sont tous des métiers. Et on a fait ça hors cadre scolaire, parce qu'on savait qu'en cadre scolaire, c'est pas toujours évident. Moi, je voulais être maître de la situation, et je l'ai fait les mercredis et les samedis. Donc, ils ont tout fait, le tableau de bord, tout. On sait vraiment, ils ont bossé dessus. Hein. Et après, tu as eu l'idée. Bon, un site de quoi? J'ai été entraîné. Ça ne me disait pas trop entraîné pour faire le chemin de Compostelle, que j'ai très apprécié d'ailleurs. Donc, c'est un retour sur moi-même, en fait, un petit peu. Et puis, je me suis dit, en venant, bon, j'ai fait les 1600 km. En venant, j'ai dit absolument que je m'occupe de personnes en difficulté. Mais quoi? Je ne savais pas. Et je me suis dit, comme je sais faire que les avions, on va essayer de trouver une épave et trouver des envies pour qu'ils veulent bien travailler avec moi. Et voilà un exemplaire. Hein. Et donc, on est à peu près, on était 4 en tout, hein, 4 personnes. Hein. Donc après, là, moi, je fais partie des ondits trouvés. Donc le projet est sur. Donc moi, je vais repartir dessus là-bas, je reprends. Stop, parce que sinon. Donc moi j'ai 41 ans, je suis en situation de handicap depuis 21 ans, j'ai eu un accident de moto. Ça n'empêche pas d'avoir des enfants, une femme, une vie de famille classique, faire plein de choses. Et à la base, j'étais dans la maintenance au public, donc j'adorais bricoler. Et suite à mon accident, on a commencé par un petit hélicoptère en modélisme. Et après, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et comme j'étais aussi bénévole au comité handisport, et dans l'Aube, je connaissais aussi le président du comité handisport, il me dit, bah, tiens, il y a un projet qui est en train de se faire, si ça t'intéresse, toi qui es bien bricolé et qui fait un peu de modélisme et tout, ça pourrait t'intéresser. Donc c'est là où j'ai rencontré Jacques, avec son projet un peu fou, mais qui nous a tous emballés, et on a tous... après, en fait, quand je suis revenu de mon chemin, là, j'ai été voir GNC Sport, comme on avait été un peu subventionné par GNC Sport pour le premier avion, et je lui ai dit, donnez-moi la liste de tous les handicapés de l'Aube. Il m'a rigolé, ça marche pas comme ça. Je vais vous présenter le président handisport de l'Aube, et c'est comme ça qu'on a eu notre équipe. Donc après, les premières contraintes, parce qu'il y a déjà un atelier existant, où Jacques, il a aussi, il faut dire, construit tout le bâtiment où il y a les avions. Alors, je ne sais pas combien il fait de mètres carrés. 750. Oui, 750 mètres carrés. Donc, avec un atelier pour fabriquer des avions. Donc, mais il n'était pas forcément adapté pour des personnes en situation de handicap moteur. Donc, on a déjà adapté les locaux, les outils pour la fabrication de l'avion, donc rabaisser les machines. Alors, il n'y a pas besoin de grosses machines perfectionnées pour fabriquer un avion. Il y a, comme dit Jacques, à chaque fois une scie et puis une lime et ça se fait. Bon, il faut un petit peu plus et beaucoup de connaissances. Et donc, il a fallu adapter aussi le parking, enfin une rampe d'accès, les toilettes, tout ça. Donc, tout ça a été adapté par des bénévoles. Il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de Jacques Patron. Et donc, ça s'est fait assez rapidement. Et après... Donc après, Jacques nous a appris à lire des plans, parce que à la base, l'avion, il y a des plans pour la construction, donc, et il y a plein de petites spécifications, donc il faut apprendre à lire les plans. On a appris à manipuler le bois, à utiliser le bois, il y a plein de choses, le collage, le carbone aussi, il y a des pièces en fibre de verre, en fibre de carbone dans l'avion. Donc, pour l'alléger aussi, parce qu'on l'alourdit d'un côté, mais il faut l'alléger de l'autre, parce que Jacques dit tout le temps, l'avion, il faut qu'il vole. Hein. Il faut, c'est pas fait. Le plus léger possible. Ouais, il faut qu'on soit le plus léger et le plus solide possible. Malheureusement, il faut lui en mettre de l'eau quand même, avec la technique.
Donc voilà. Donc l'aventure humaine initiée en 2012 à l'Aéroclub de Bar-sur-Seine avec le comité départemental handisport et le RSA Champagne-Sud. Le projet va prendre plusieurs années, 4 ans, pour être mené à bien avec la réalisation d'un Océanaire équipé d'un Lycoming de 180 chevaux. L'avion Océanaire a été modifié pour adapter aux futurs pilotes handicapés avec plusieurs particularités que nous allons exposer ci-après. Donc l'avion, à savoir qu'il est adapté pour des personnes en situation de handicap moteur, mais aussi il est utilisable pour toute personne lambda. Parce qu'on est un petit aéroclub et on ne peut pas avoir un avion dédié spécifiquement à des personnes en situation de handicap. Sinon, ça faut. De Mélanie, en fait, donc, c'est vrai qu'on pourrait vous en parler pendant des heures. C'est un projet fou et super. Donc, les spécificités de l'avion. Donc, déjà pour l'immatriculation, donc on a eu, grâce à beaucoup de personnes et des connaissances et autres, ils ont donc c'est fabriqué par des personnes en situation. Non. Fabriqué par des personnes handicapées aux membres inférieurs, donc FPHMI. À droite, vous avez le nom des constructeurs en situation de handicap qui ont fabriqué l'avion. Là, donc on a remodifié toute la verrière. Donc, grâce à la verrière articulée, on peut gagner en hauteur pour faciliter le passage pendant le transfert. Le transfert de l'aile, en fait, c'est quand le transfert, c'est ce qu'on appelle entre passer de l'aile au siège pilote. Donc là, je ne sais pas si le DR400, il a des rails, et donc c'est un peu plus haut. Au niveau des transferts, on peut se faire mal. Donc là, on a vraiment adapté l'avion pour qu'on puisse faciliter le transfert. Savoir que l'avion était redescendu de 8 cm. C'est pour ça qu'on a une tripale de temps d'ailleurs. Donc, une verrière articulée suspendue avec les rails, un siège réglable en hauteur électriquement qui porte l'assise à la hauteur du flanc. Donc le siège pilote monte et descend électriquement pour faciliter le transfert et la position de la personne. Et aussi, on peut régler le dossier pour être vraiment bien suivant la personne. Et on ne dépasse pas 250 mm. Le dessus du flanc est arrondi pour des raisons de confort, comme je vous disais, pour faciliter le transfert. Après, on a aussi donc aménagé pour pouvoir mettre le fauteuil roulant. Parce que au niveau de la soute, le fauteuil ne passait pas. Donc on a modifié donc, les sièges, la banquette, les sièges à arrière. Donc ils sont classiques quand les personnes sont au-dessus. Et après, ils sont rabattables pour passer le fauteuil roulant. Et tout ça, si vous voyez, alors pour ceux qui peuvent voir et ceux qui... Donc tout ça, c'est des pièces qu'on a fabriquées en carbone pour justement alléger, pour gagner en poids. Donc là, on peut mettre un voire deux fauteuils dedans. Après, on a aussi adapté une hélice tripale pour gagner en hauteur de l'avion parce qu'il a été rabaissé, comme disait Jacques, de 8 cm. 8 cm pour faciliter le transfert. Donc, et dans l'image du milieu, d'habitude aussi pour le transfert, d'habitude quand vous montez dans un avion, il y a juste le marchepied, le couloir là, et c'est très compliqué, il faut toujours faire attention, les gens devraient faire attention à ne pas toucher, enfin bref. Donc nous, comme on a construit l'avion à la base, l'aile à la base, on a justement mis du bois supplémentaire pour renforcer tout l'aile qui maintenant fait 75 cm. Comme ça, quand on fait le transfert ou quand on monte sur l'aile, c'est moins dangereux entre guillemets pour l'avion. On risque moins d'abîmer l'avion, tout en sachant qu'il faut faire attention, mais ça évite d'abîmer l'avion. Et on a aussi, sur le réservoir, on a fait un réservoir allure renforcée. Parce que avec une jauge capacitive, donc ça peut, et droit aussi en même temps. Et droit, donc en fait, on monte sur le bord d'attaque. Donc c'est pour ça qu'on a modifié le réservoir pour qu'il soit plus solide pour pouvoir monter dans l'avion. Et vous allez voir des photos tout à l'heure comment je vais monter dans l'avion. Donc après, il y a eu aussi,
c'est bien d'adapter le hangar, l'avion, pour monter dedans, mais après il faut le piloter. Donc on a modifié le manche style AHR200 qui passe sous le tableau de bord pour faciliter le transfert au niveau des jambes. Donc en fait, au lieu qu'il revienne sur nos jambes, il revient devant, et comme ça on a plus d'aisance pour justement rentrer dans l'avion et mettre nos jambes. Après, sur la petite manette, là, il y a le frein. Le frein, il y a les mains. Et le tableau de bord rehaussé. Ça s'appelle la mêlée de secours. Hein, ouais, après, oui, non, mais là, il y a parce qu'il y avait ça, c'est pour ça. Oui. Il y a le frein dessus. Oui. Donc là, le tableau de bord a été rehaussé aussi pour dégager de la place et aussi pour les jambes en vol, que ça puisse passer. Donc là, on a donc la planche de bord gauche et droite avec des EFIS de chez NGL, avionique, redondant, donc 30 minutes d'autonomie. On a aussi des instruments mécaniques en secours. Et on a aussi manette de gaz et mixture, donc tout est avec les mains. Et système de verrouillage aussi de la verrière accessible juste à côté. Et l'instructeur valide qui veut corriger le lacet de son élève en vie à l'atterrissage peut reprendre la priorité des palonniers, les pédales étant munies de switch qui déconnecte le vérin électrique. Le vérin à vie devient alors transparent. Donc en fait, l'instructeur, dès qu'il bouge, il utilise les malonniers, il reprend la main, et donc c'est lui qui redirige l'avion si on fait de mauvaises manipulations. Alors après, c'est bien de piloter, mais il faut aussi sortir l'avion. Parce qu'en fait, le cheminement, c'est tout. Hein. C'est vraiment de... Jacques, il voulait qu'on soit autonome. Zéro handicap. Ouais, zéro handicap. Zéro handicap. Donc, bon, Jacques, c'est quand même... il réfléchit beaucoup la nuit. Et voilà, donc il ne dort pas beaucoup. Et des fois, il revient et dit, ah, j'ai réfléchi, on va fabriquer une sorte de système motorisé à batterie pour pouvoir sortir l'avion en autonomie du hangar. Donc là, au début, il voulait faire un système même télécommandé, et je lui ai dit, Jacques, bon, ça peut marcher en manuel et ça sera plus simple pour justement diriger l'avion. Donc là, le système, en fait, bon, pour ceux qui ont 2-3... Mais il y a c'est des roues de fauteuil roulant, ça c'est de fauteuil roulant électrique et autres, donc c'est beaucoup de récup. Et il y a des personnes aussi qui ont fabriqué une boîte de vitesse, un différentiel pour pouvoir motoriser parce qu'il est 4 roues motrices. Parce que l'avion est quand même lourd, donc il faut quand même, si c'est un petit peu humide ou autre, et puis pour monter un petit peu le hangar, donc là le système là est 4 roues motrices. Et donc on attrape entre guillemets la roue avant, et puis on lève la roue avant de l'avion, et puis après on le dirige comme on veut dans le hangar. Tout ça sans descendre du fauteuil. Hein. Oui, tout ça, on est, si vous voyez les photos, on est, je suis à côté du fauteuil, et puis on peut, enfin à côté, je suis dans le fauteuil, et la machine, je la dirige, c'est juste les petits téléphones. Donc là, on va revenir sur le malonnier. Donc le malonnier, c'est une poignée de commande rotative en cabine. Alors il y a un module électrique en fuselage, un vérin électrique dans le fuselage et un ensemble de guignols couplés également en fuselage. Donc ces trois éléments sont réunis mécaniquement sur une platine, et tout ça est placé derrière la soute, entre guillemets. C'est positionné derrière la soute. Donc vous avez le vérin dans la photo en bas à droite. Donc le malonnier aussi, donc on peut faire le lacet, là la poignée rotative, monter roulement équipé d'un capteur potentiomètre. Donc dans le malonnier, on a un potentiomètre dedans, on tourne la poignée et ça fait fonctionner le vérin. Après, on a aussi un système de secours, et on vous montrera tout à l'heure, pour le malonnier électrique.
Donc la main droite, on a toutes les fonctions de réglage sur les EFIS, les commandes de gaz, le malonnier de secours au cas où, le frein, les virages de parking sont commandés par les poignées rotatives du manche en fin de course. Donc en fait, on pilote main gauche et on a toutes les fonctions, la main droite est libre, comme un pilote, enfin moi j'ai jamais piloté comme un pilote lambda, mais apparemment tout le système, et c'est vraiment génial. Donc là, le vérin électrique ABI est développé spécifiquement pour l'océanaire. Donc il a à peu près 40 kg de poussée. Et donc on a la platine, le module électrique et la poulie sortie pour les câbles. Vas-y, Jérémy. Oui, alors, la difficulté, c'était de trouver un vérin d'une bonne puissance, rapide évidemment. Tout ça, ça se trouve dans le commerce, SKF, Siemens, tout ça. Mais le vérin qui nous suit et qui est libre, sans dételer, en fait, hein, parce qu'on coupe le courant, hein, on coupe le module, et le vérin suit toujours, mais au-dessus de résistance. Et ça, il y a une société, Bissonivore, qui nous a fabriqué ce vérin spécialement pour ce type d'avion. Ça nous a coûté pas cher. Oui, plus de 10 000 € juste le vérin, mais il y a eu la conception. 16 000 euros, mais 16 000, on avait, alors tout le restant, c'est moi qui l'ai élaboré, évidemment, c'est que le vérin. Oui, mais le vérin a été fabriqué spécifiquement pour nous, et comme c'est des sociétés qui font que de la série, enfin ils font pas de série, c'est un prototype, et après si on veut le développer, on peut le commercialiser et puis le vendre, et il coûtera sûrement moins cher. Mais quand c'est des prototypes comme ça, bon. Mais Jacques était très content parce qu'il s'est quand même creusé la tête pendant, je pense, quelques années. Ouais, pour ça, pour trouver le bon système. Donc on a encore le potentiomètre sur la poignée du manche. Donc rotation de 30 degrés gauche-droite, donnant des infos à un Arduino qui commande le vérin. Et tout en fait, c'est programmable là, via une clé USB sous le fuselage. Donc en fait, on peut régler les degrés d'inclinaison, les vitesses, la course, enfin on peut tout régler. Et la mise au point était assez rapide quand même. Enfin, ça a été quand même. Alors Jacques avait un petit peu peur au départ de piloter avec les mains, mais ça s'est bien passé. Et là, c'est un régal de piloter l'avion. Il est très très précis, encore plus précis avec les pédales. Et donc, à savoir que l'électrique, il peut y avoir des défaillances. Donc, on a installé aussi un malonnier de secours, donc mécanique, en cas de panne électrique du malonnier principal. Donc, conçu pour 3 fonctions générales de la main droite, donc l'urgence, garantir la manœuvre du lacet avec la gâchette, le freinage, garantir la manœuvre au roulage, donc on a le frein dessus, et la gestion de la puissance, on a aussi un câble, une gestion de puissance juste à côté. Après, on a une gâchette pour justement déverrouiller ce malonnier mécanique. Donc une fois qu'il est déverrouillé, on ne peut plus se remettre en mode électrique. Il faut après réatterrir et faire une procédure pour réenclencher le malonnier manuel. Alors, on n'est jamais tombé en panne pour l'instant. On n'a fait que des essais de simulation de panne. Mais le malonnier n'est jamais tombé en panne. Ce qu'il est important avant de lâcher, comme Thomas, donc apparent, c'est de simuler une panne avant de se poser. Si on n'attend pas, au dernier moment, on coupe, et là, on vise de gaz, on s'en va un peu plus loin, on enclenche, on essaye, et puis on pose. Parce qu'à savoir que c'est beaucoup plus dur aussi avec le malonnier manuel. Oui, là, c'est beaucoup plus dur. Donc, on a un interrupteur malonnier qui permet, de déconnecter le vérin électrique. Il existe aussi un débrayage mécanique, comme je vous disais. Donc, quand je monte dans l'avion, j'ai juste à positionner l'interrupteur en mode marche. Et là, je vérifie que les pédales fonctionnent. Et donc là, je vois qu'il est enclenché. Et quand je sors de l'avion, je ne dois pas oublier de déverrouiller le système.
Donc là aussi, vous avez comment je monte dans l'avion, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je monte par le bord d'attaque. Et comme l'avion, alors des fois ça, 8 cm, c'est énorme pour des fois faire des transferts. Donc c'est ça, on a essayé de vraiment optimiser la hauteur pour pouvoir passer sur l'aile et après monter dans l'avion. Donc là, vous voyez, j'ai de la place pour positionner mes mains et me remettre directement au siège. Le passage entre la photo 1 et 2 est quelque chose. Vous doit demander une sacrée force de pouvoir se tirer là-haut d'un seul bras. Ouais. Et ça se fait. Ça se fait quand même pas trop mal. Oui, parce que moi je suis quand même lourd et j'y arrive. Alors après, c'est sûr qu'il faut quand même être en bonne condition physique. Il faut pas non plus. Il faut avoir une bonne motricité au niveau des membres supérieurs. Et sinon, on peut aussi monter par les volets, où là aussi ça arrive, moi des fois quand je suis pas très bien, on peut monter derrière et là il y a par le marchepied classique, et là on se hisse plus facilement si vraiment il y a un souci. Pour les financements, donc les financements PHMI ont été financés à hauteur de 35% par des fonds publics et 65% par des fonds privés, partenaires donation. Donc les fonds publics, on a l'État, le CNDS, le ministère des Sports, les réserves parlementaires, Conseil général de l'eau. Et les fonds privés, donc on a la FFA, le RSA, Transdev, Kiwanis, Caisse d'épargne, cotisation des membres, Aéroclub de Bar-sur-Seine. On a des partenariats divers comme la commune de Celles-sur-Eau. Donc c'est des petites choses, mais la commune, il y a combien d'habitants? Il y a 400 habitants et ils ont financé l'hélice. Donc j'ai pas le coût de l'hélice en tête, mais pour une commune de 400 habitants, c'est quand même génial. Enfin, c'est quand même top. Et on a aussi le comité anti-sport, on a les ventes des pins. Donc pareil, on a rencontré grâce à ce projet les bikers. Et les bikers, ils ont des fondations où ils vendent des pins. Et après, ils redonnent les bénéfices à une association. Et là, sur 2 ans, je crois. 10 000 euros de pins en 3 ans. Ouais, c'est ça. Sur 2-3 ans, ils ont vendu pour 10 000 euros de pins. Pour nous. Donc pour nous, on a pu. Et quand on faisait des portes ouvertes, ils arrivaient avec toutes les motos, les sirènes, tout. Tout était. Et ça faisait venir les gens et tout. Enfin, c'était top. Donc l'ensemble du financement a couvert la totalité de la construction, donc c'est à peu près 120 000 euros. Bon, à savoir que Il n'y c'était a pas d'emprunt du coup. Oui. C'était payé. Alors la manœuvre, évidemment, on ne la connaît pas. Oui, la manœuvre n'est pas comptée, mais voilà. Tout en sachant qu'il y a eu un moteur neuf, il y a eu les EFIS, il y a eu tout est presque neuf. Hein, enfin, Le moteur a été acheté directement aux États-Unis, ouais. aux États-Unis. Ouais. Donc, en conclusion, on va dire que le projet Océanaire Andy est fini et je viens depuis, il est fini depuis 4-5. Enfin, il est voilà 2016. Ouais, 2016. 2016. Ouais. Moi, je ne suis pas très date. Hein. Donc, même la date d'anniversaire des filles, j'ai du mal. Donc, en tous les cas, depuis la fin de construction, on vient toujours construire toutes les semaines et on est une très bonne équipe avec des nouveaux projets. On a construit depuis. On en est à la fin au 10e. Ouais, on est au 10e, mais pas en dire. On en a fabriqué un seul. Là, le projet Océanaire Andy est vraiment unique. Et tous les autres qu'on a construits, c'est des océanaires, on va dire, classiques. Même s'il y a des particularités, à chaque fois, suivant le club, enfin les personnes ou autres, ils ont des petites exigences, donc on modifie certaines choses, tout en restant dans les règles. Et on a rencontré, beaucoup de personnes, et puis on a fabriqué 2 avions aussi pour le club de Barberet à Troyes.
Et donc, maintenant, eux aussi, ils sont venus construire. Il y avait 2-3 personnes qui sont venues. Et depuis, ils viennent toutes les semaines, ils sont retraités, et ils viennent toutes les semaines aider à construire d'autres avions. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai quand même 80 balais. Je ne veux pas arrêter tant que je pourrais. Thomas a pris la suite. Et en train de construire l'aile tout seul. Il dirige une petite équipe de valides. Et voilà mon successeur. Donc, en effet. Donc, oui, on a de la chance d'avoir Jacques pour toutes ses connaissances et ses aptitudes à les petites spécifications pour construire et créer une aile de A à Z. Parce qu'en fait, c'était pas un projet juste pour les photos et dire on a construit un projet avec des anguilles mais comme les enfants. C'était juste pour faire beau et un avion au club, non. C'est pas du tout l'optique du projet. Petit aparté, parce que je vois qu'on voit pas des clubs qui se servent plus ou moins de handicap pour venir, pour avoir de l'argent. Nous, c'est tout le contraire. Oui. En plus, tous les ans, on fait à peu près 2 fois 30 personnes qu'on amène des handicapés, des IME, et on le fait gratuitement. Les 3-4 ans, on le fait gratuitement. Donc l'argent, pour nous, c'est pas grave. Oui. Voilà, c'est donné. En fait. Vraiment, oui, c'est vraiment de bonne volonté et de bon cœur. C'est pas juste pour la photo et dire et se faire mousser, on va dire. Alors, il y a aussi cet avion, il est aussi particulier parce que je te dirais qu'elle est sous complètement à la soumission. Oui, parce que sinon, vas-y, Jacques. Un petit truc. On amène des gens handicapés, des tétraplégiques, avec un treuil, et on les treuille dans l'avion. Oui, grâce à la verrière. Grâce à cette verrière. Ouais, on peut mettre des personnes lourdement handicapées dans l'avion, aux mesures du possible, bien sûr. Je ne sais pas si on a débordé, je ne sais pas. Le timing. On est bien. Ouais. Des questions. Vous avez des questions? Des questions. Il faut passer le micro du coup, pour les gens, et vous passez le micro entre vous selon la personne qui répond. Oui, bravo pour le projet, c'est très bien.